Un marxiste occidental dit que la philosophie est en dernière instance la lutte des classes dans la théorie. Ce même marxiste ajoute que la définition du matérialisme, c'est de ne pas se raconter d'histoire. Pacôme Thielman, qui est là parmi nous ce soir, bonjour Pacôme. Bonjour. Lui nous raconte des histoires. Anecdotes des bas-fonds d'internet, de cinéma, de pop culture, de théologie gnostique. Et grâce à elle, il porte, pourrait-on dire en pastichant, la lutte des classes non dans la théorie, mais dans la théoria, en grec, qui veut dire spectacle. Il porte la lutte des classes, pourrait-on dire, dans la sphère spectaculaire, dans les médias. Or, depuis quelque temps, renouant avec le sens originaire de la propaganda, de la propagande, c'est-à-dire la propaganda fide, la propagation de la foi, le camp des Bolloréens, des Bolloré-Serviles, les laquais et vassaux de Bolloré, de CNews, mène une offensive théologico-politique, c'est-à-dire nationale-catholique, grâce à CNews à travers ce même spectacle. Ce camp est en train de théologiser et de christianiser la sphère spectaculaire, et, bizarrement, face à cela, on voit apparaître Pacôme qui mène une contre-offensive plutôt maligne, plutôt fine, qui, au lieu de vociférer en anticlérical athée contre le christianisme, fait jouer le christianisme contre lui-même et vient par là même diviser la division interne au christianisme. Il réveille les courants insurrectionnels les plus hérétiques et les plus anarchistes du christianisme, les manichéens, les cathares, les gnostiques, qui s'appelaient eux-mêmes les bons hommes ou les 100 rois. Et ceux-là même qui, justement, depuis le christianisme, s'élèvent contre l'Église catholique, contre l'Empire romain et contre toutes les forces de domination. Contre l'hypothèse catho-capitaliste bolloréenne, contre cette hypothèse impériale, contre l'Empire qui n'a jamais pris fin, Pacôme Thielman propose l'hypothèse des 100 rois, et c'est cette hypothèse qu'on va explorer plus largement avec lui ce soir, en compagnie de Margot, Kevin, Maxime et Mathieu. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question qui est une question de cadre. Au début de ton dernier livre qui va bientôt sortir, Le secret de la société, tu fais une distinction entre des camps différents qui ont, en quelque sorte, conduit à une impasse dans la critique du capitalisme. Le camp des marxistes de droite, d'un côté, comme tu les appelles, et celui des Nietzschéens de gauche, d'un autre côté, qui, d'une certaine manière, ont mené la critique du capital dans une impasse. Et tu juges que, entre ces deux-là, un auteur ou un philosophe comme Walter Benjamin a mieux ressaisi la raison pour laquelle ces critiques sont arrivées dans une impasse, en particulier en disant que le capitalisme, avant d'être un mode de production, c'est peut-être une religion. Du coup, ma question est, c'est qui ces marxistes de droite? C'est qui ces Nietzschéens de gauche? Et enfin, qu'est-ce que cela signifie de critiquer le capital comme religion? Ouais. Tu spoil normalement un des gags dont j'étais le plus fier du bouquin. Bon, bah c'est pas grave, hein. Ça arrive dans un deuxième temps du livre. En fait, parce que le livre commence avec les terroristes du complot et les théoriciens du complotisme. Donc c'est, comment dire, c'est le principe... il y a toujours un principe un peu fictionnalisant dans mes essais. Renommer les choses. Renommer les choses pour prendre une... comment dire, pour se permettre un regard un peu plus... fantaisiste, quoi, aussi, par rapport à des sujets qui sont très sérieux et très durs et très lourds. Et comme ça faisait, je sais pas, maintenant des décennies, dont on nous rabâche la tête avec des histoires de complotisme ou d'anticomplotisme, ou devoir, on va dire, se situer par rapport à ces questions-là, moi j'ai décidé de les rediviser autrement, avec les terroristes du complot et les théoriciens du complotisme. Et j'ai proposé ma propre généalogie, que je trouvais plus juste, mais bon, ça c'est personnel, mais que j'ai fait partir de l'abbé Baruel, c'est-à-dire en fait de la réaction à la Révolution. Et donc d'imaginer un événement aussi incroyable, bon, bah, c'était pas possible, donc fallait forcément qu'il y ait derrière des forces terribles qui étaient à l'œuvre. Et j'ai dû du coup lire les livres le livre interminable de ce pauvre prêtre. Donc pour dire rapidement, bon, l'abbé Baruel, c'est celui qui a amené le thème du complot des Illuminati
Illuminati, des Illuminés. Donc les Illuminés de Bavière qui sont derrière la Révolution, mais il les fait remonter bien plus loin. Et il dit le premier jacobin était Mani. Et en fait, je n'avais pas perdu mon temps en lisant ce bouquin, parce que j'étais content de retrouver mes gnostiques, mes manichéens, mes cathares, dans un contexte comme ça où ils étaient dénoncés comme les inspirateurs de la Révolution. D'une certaine façon, je fais du Baruel à l'envers déjà. et ça me dérange pas, comment dire. Bon. Alors, une fois passé toute une réflexion sur ces questions-là, j'en étais arrivé à je suis désolé, je vous résume mon livre, mais il faut expliquer pourquoi il y a d'un coup les Nietzschéens de gauche face aux marxistes de droite. Oui. Quoi. Donc, après ça, j'ai décidé de retourner vers le romancier qu'on a associé au complot principalement, qui était Balzac. Et ce qui m'intéressait, c'est pour quel roman on dit ça. Bon, c'est l'histoire des 13. Est-ce que les 13, ils sont vraiment capables de faire grand-chose? Parce que si vous êtes le très grand complot, quand on lit les romans, ils font pas grand-chose. Une fois même, il y en a un qui amène une clé, le type il rentre par la fenêtre, si tu veux. Donc c'est vraiment le complot le plus limité, en effet, qu'on ait jamais vu. Mais il est annoncé de façon très spectaculaire. Et en fait, non, le truc qu'amène Balzac, c'est de montrer comment les hommes sont déterminés par les processus sociaux. Et donc, on comprend à ce moment-là pourquoi il y a eu ce goût qui part... c'est surtout Engels et puis Lukács, mais déjà Marx, qui sont allés lire Balzac et qui ont reconnu la grandeur de Balzac. Balzac, tout le monde sait, était un auteur qui, dans ses opinions personnelles déclarées, en tout cas, était notoirement peu révolutionnaire, pour dire le moins, quoi, qui a annoncé la couleur avec la Comédie humaine en disant qu'il écrivait à l'aune de ces deux lumières que sont le catholicisme et la royauté, etc. Il se trouve qu'après, ces romans racontent tout autre chose, quoi. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé déjà, ce truc-là. Et après, ce qui m'intéressait aussi, c'était donc sur ces processus de réappropriation, voir comment le romancier qui, au XIXe siècle, est en général mis en miroir de Balzac comme progressiste Stendhal, était le préféré de Nietzsche, qui lui est notoirement, aussi quelqu'un qui n'était pas très pro-révolutionnaire, qui mettait Rousseau, Robespierre et la Commune dans sa hate list, quoi. Mais il se trouve que les grands penseurs de gauche de la deuxième moitié du XXe siècle sont réappropriés Nietzsche. Et j'essaie, mais avec mes pauvres petits outils, quoi, parce que je suis pas universitaire, je suis pas philosophe, etc., etc. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je me suis dit que c'était sans doute parce qu'il y avait aussi une appropriation de droite de Marx. On pourrait dire ça comme ça. Alors qui sont ces marxistes de droite? Bon, mais déjà, je sais pas, Staline, c'est pas mal. C'est vraiment donc c'est grossier, si vous voulez, c'est un peu grossier ce que je fais, mais c'est pour mettre en place un univers, quoi. Qu'est-ce qui distingue les marxistes de droite des Nietzschéens de gauche, et aujourd'hui pourquoi ça conduit ces deux positions conduisent à une impasse dans la critique du capital? Alors pour arriver à repasser à travers ce truc-là, vraiment, pour le dire de la façon la plus simple possible, ce qu'on pourrait dire être... mais je veux viser personne. Mais on oublie les noms. Mais quoi, on peut reconnaître beaucoup de tendances comme ça dans le monde politique et puis même dans le monde théorique, quoi. Entre guillemets, les marxistes de droite, c'est ceux qui essayent de pouvoir arriver à repenser la situation à l'aune du souverainisme. On pourrait dire que c'est des souverainistes, des souverainistes de gauche, quoi. Mais qui omettent le problème que la révolution ne peut avoir lieu que dans le monde entier. Sinon, de toute façon, la concurrence entre pays va faire que nécessairement, où il y aura des guerres, où il y aura des machins, c'est ce qui a mené
plusieurs très belles tentatives, mais moi je le dis de façon, je suis pas historien non plus, donc je le dis de façon très simple et très lointaine, quoi. Enfin, la nécessité de l'internationalisme, elle me semble quand même importante. Alors, et les Nietzschéens de droite, les Nietzschéens de gauche, ouais, c'est ceux qui n'ont pas voulu prendre en compte la question sociale. C'est ceux qui sont basés sur, on va dire, un devenir très individuel, quoi, les singularités. Mais ce que je dis aussi dans ce livre, hein, et je rends hommage aussi et à ce qu'a apporté Marx et Nietzsche, évidemment. Voilà. Là, comment dire, je veux dire, la question se pose clair, même pas. C'est juste on va dire des appropriations, mais c'est sur un, c'est pour amener après, mais ça tu l'as bien compris, c'est pour passer à Benjamin, avec la question du capitalisme comme religion. Lui, il faisait aussi une critique dans le capitalisme comme religion qui impliquait à la fois Nietzsche, Freud et Marx, comme étant pris dans un mouvement qui les dépassait absolument par rapport à ça, et qui était, on va dire, la puissance. Moi, je le dirais autrement avec mes mots, c'est l'imaginaire porté par le capitalisme, qui est un imaginaire extrêmement fort et extrêmement puissant. On peut dire le capitalisme comme religion, dans le sens où il a réussi à donner presque un caractère moral à la réussite. Et on peut dire quasiment... les plus grandes fictions sont quand même des fictions. Les fictions continuent à fonctionner avec des schèmes de réussite, à part le mélodrame. Et ça, c'est le mystère du mélodrame. C'est sans doute pourquoi Simone Veil aimait tant le mélodrame. Elle disait que c'était une forme extrêmement pauvre dans les résultats, mais qui contient une vérité essentielle. C'est parce qu'elle n'avait pas vu encore ce que le cinéma allait en faire, puisque Fassbinder a notoirement utilisé le mélodrame, à mon avis, pour ça aussi. Parce que le mélodrame, justement, c'est la forme de fiction qui accompagne l'échec humain. Et qui réfléchit sur les causes de l'échec humain, individuellement, mais qui montre un pan plus vaste. Tandis que la plupart des fictions, mais même le fonctionnement de ces fictions, des grandes fictions, et des fictions que j'aime aussi, hein, ont comment dire, c'est des encouragements à la domination individuelle, il n'y a pas d'autre mot. Il y a une dimension qui est intrinsèquement une dimension de réussite avec le personnage principal, même ce truc qu'on appelle comment ça s'appelle, le parcours du héros, je sais pas quoi, la quête du héros ou un truc comme ça. Bon, le truc qui a inspiré Star Wars et tous ces trucs là, etc. C'est tout ça. Ça c'est ça. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, apparaît comme imbattable en termes d'efficacité. Même quand on le rejette, on en fait partie, il n'y a rien à faire. Donc, et tout ça, c'était une mise en place pour pouvoir amener le personnage principal du livre, qui est le cinéma de Jacques Rivette. Et pour pouvoir amener à la singularité du cinéma de Jacques Rivette, bon, mais j'aime bien les intros longues. Bah, vous aurez fait une intro longue aussi. J'ai dû passer par voilà, une redéfinition ou une repériodisation des questions liées au complot et à la critique du complot, et une périodisation liée aux usages de Marx et de Nietzsche. Moi j'ai eu une interview publicitaire à faire, littéralement. C'est que non, mais quand tu cites la citation de Benjamin sur le capitalisme comme religion, vraiment, moi quand je l'ai lu ce matin, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te conseille de regarder il y a très longtemps, enfin lundi matin, ça existe depuis presque 10 ans, et une des premières séries de vidéos qu'on avait faites, c'est avec un ami maintenant, mais avec un économiste qui s'appelle Jacques Fradin, et donc on a fait une série de vidéos de 9 petites leçons qui s'intitulait Qu'est-ce que l'économie, et lui sa thèse principale et première, c'est de dire que l'économie, pas le capitalisme, ce qui est une grosse différence et qui est très importante dans son œuvre, que l'économie est une religion et par ailleurs un despotisme. Et en gros, j'arrête ma pub juste après, en gros, il part vraiment de cette idée, en fait, il reprend Foucault, quand Foucault parle de l'homo economicus, etc., il repart de là.
Et en fait, il fait une généalogie, pas du capitalisme, mais de l'économie, ce qui l'amène à dire que, dans le fond, l'économie socialiste, c'est exactement la même chose, en tout cas, elle a exactement les mêmes racines, la même logique, etc. Et qu'en fait, cette généalogie, elle vient en gros nous amener à comprendre l'économie pas comme une gestion de la maison, comme on dit, mais comme un dispositif de pouvoir, de perception du monde, de production de croyances. Enfin, il le raconterait. Bref, en lisant ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te dise de regarder ces 10 petites leçons de 30 minutes. C'est absolument brillantissime, et c'est à mon avis au niveau de l'économie et des mathématiques le Foucault qui sera reconnu comme le Foucault d'aujourd'hui dans 20 ans. Donc Jacques Fradin, qu'est-ce que l'économie? Absolument à regarder. Top, je vais regarder ça. Et juste pour revenir sur l'espèce de trame qu'on avait dit, Oui. Il se trouve que justement cette sphère théologique que tu as associée à la sphère de la fiction et de l'imaginaire, il se trouve que là, elle est complètement autonomisée, extériorisée et autonomisée dans la sphère du spectacle et des médias, que ce soit la sphère audiovisuelle, de la télévision classique, ou même des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et il se trouve que toi, tu portes tu as une place dedans, et tu portes pas forcément un combat, parce que c'est un peu ridicule de dire ça, mais avec tes petits bras. Voilà, mais t'as une position dedans. Et il me semble que du coup, on avait un certain nombre de questions sur comment tu gères ce rapport-là. Ouais, parce que tu parlais d'Internet comme d'un labyrinthe dans un labyrinthe. Et on se demandait comment tu faisais quels étaient tes stratagèmes, tes techniques, les outils au niveau du choix des titres, du montage, de la narration, pour ne pas te faire piéger un peu, parce que quels peuvent être les pièges d'ailleurs de YouTube, mais comment être un youtubeur critique de YouTube, quoi. Et c'est quoi le Minotaure du labyrinthe? Monsieur sur Blaise. Oh le Minotaure c'est désir d'attention, hein. Et ça, j'y échappe pas plus qu'un autre, quoi. J'essaye d'être lucide par rapport à ça, mais il y a un truc, ça joue sur l'ego immédiatement. C'est un cadeau piégé qu'ils m'ont fait à Blast. C'est un cadeau empoisonné, mais quoi, c'est un bon poison. J'ai de la gratitude. Et moi, je suis un mec qui écrivait des bouquins. Quand Denis Robert m'a proposé de participer à Blast, j'ai mis quelques mois à trouver comment le faire. Et en fait, je me suis dit que ce qui m'intéresserait, c'était de travailler sur des faits divers liés au monde numérique et de les utiliser comme un outil, parce que ça mettait parce qu'il y avait une mise en place, un récit, quoi, pour réfléchir aux outils eux-mêmes. Pas y réfléchir hors de nulle part, mais quoi, moi encore une fois, je suis pas sociologue non plus, quoi. Donc mes outils, c'est toujours des outils d'essayiste qui met en scène, en gros, qui met en récit ces idées, ou qui essaye de les mettre en forme par un récit qui allie à la fois des idées et des événements. Donc j'ai proposé cette série Infernet, j'étais content, j'avais trouvé le titre, machin, mais je pensais juste par écrit, parce que Blast à la base c'est un média, comme l'a dit Matin, c'est principalement des textes. Maintenant ils ont développé énormément les vidéos. Et donc quand je l'ai amené par écrit, ils m'ont dit d'accord, mais il va falloir que tu fasses les vidéos aussi. Moi j'ai dit mais c'est pas moi, je suis pas présentateur, moi je... Donc Mathias Santoven, qui est le directeur des programmes, qui se trouve avoir été aussi il a été le réalisateur de Infernet, il est le réalisateur de L'Empire n'a jamais pris fin. Il m'a dit écoute, tu sais quoi, tu nous donnes 30 minutes de ton temps, tu lis sur le prompteur ton texte, nous on te propose un montage, et si ça te plaît pas, on le passe pas, et tu continues sur Blast par écrit. Et ils ont fait le montage. Et donc j'ai découvert exactement comme vous, quoi. Moi j'ai juste lu le truc comme ça, et c'est tout. Et une fois que c'était fait, alors après j'ai commencé à y réfléchir un peu plus. Des décisions, mais qui sont des décisions vraiment, presque
tout de suite, en fait, je m'y suis mis, je suis rentré dedans. Des décisions du type, dans le premier épisode de Infernet, je faisais encore des mouvements avec les mains. À partir du deuxième, je me suis tenu comme ça. Et j'ai décidé de ne pas montrer la moindre expression faciale. Et je me suis dit que c'était pour plein de raisons différentes. Mais il y en avait une. Pour quelle raison? L'une, c'était parce que d'abord j'avais un dégoût de ces vidéos spectaculaires où on te raconte les trucs en te forçant. Et je voulais créer une distance, une froideur. Et je pensais qu'en fait ça créerait ça irait très bien avec la musique qu'ils avaient mis en plus sur le premier. La musique de Baptiste, les musiques sont des musiques originales. C'est le gars qui fait tout le son à Blast, qui fait les musiques aussi. Et donc Baptiste, sa musique, Baptiste Veillant. Faut que je dise pas seulement les prénoms, faut quand même qu'on les dise jusqu'au nom. Donc, Baptiste Veillant, il avait fait cette musique et je me disais là ça fonctionnera mieux. Il y a plusieurs raisons. Il y en avait un autre aussi, c'est que je faisais quelque chose que je trouvais parfaitement indécent, qui me gênait pas du tout par écrit, mais une fois à l'oral, qui me gênait beaucoup, qui était que j'utilisais le malheur des gens. Je disais le malheur, il n'y a pas d'autre mot. Je raconte des ennuis qui sont arrivés à des personnes qui existent vraiment et qui ont utilisé des différents réseaux sociaux. Alors il y avait un minimum de décence à avoir. C'était pas en plus de faire youpi et de faire des blagues et des choses comme ça. Chose que je fais par contre à fond dans l'Empire n'a jamais pris fin. Mais je m'en fous, ils sont morts depuis très longtemps. Donc je me dis, c'est pas la même chose. Et puis certains sont peut-être des personnages imaginaires aussi. Donc il n'y a pas la même dimension. Là c'était pour cette dimension-là. Et donc c'était une manière de créer à la fois une froideur, une distance, et aussi c'était ma manière de les respecter. Déjà j'abuse, je vais pas en plus en rajouter. Après, le principe même de ces vidéos, il n'y a pas à chier. Je veux dire, les vignettes, tout ça, il y a un côté putaclic. C'est quand même, bien sûr. Et dès le début, c'était très clair pour Mathias comme pour moi, qu'il ne fallait pas hésiter à utiliser ce type d'outils, puisque le but, c'était quand même qu'elle soit vue. Puis moi, là, à ce moment-là, je travaille pour Blast. Mon but, c'est pas de leur faire perdre des abonnés non plus. Mon but, c'est que les personnes le regardent, mais que ce qu'ils regardent, ça les amène ailleurs. Je dirais que la vidéo qui là-dessus est le plus représentative, c'est celle qui, sur Internet, vous la trouvez sous le nom Les Freaks contre Hanouna. Celle-là, elle est très représentative. C'est une vidéo qui est dans une autre série, la fin du film. Celle-là, je fais avec Thomas Berthet. Mais la vignette, je l'ai fait avec Mathias et avec le graphiste de l'époque. Et dans la vidéo, on parle d'Hanouna pendant 30 secondes. La vidéo, elle fait 45 minutes. Dans ces 45 minutes, il y en a 30 sur Freaks. Puis il y en a 10 qui sont des spéculations à partir des questions que pose le film, ou un peu plus. Je dirais que c'est plus 20-20, quoi. Mais vraiment, il y a Hanouna, c'est microscopique. Mais il était évident que c'était putaclic. Et donc, du coup, on a mis les Freaks contre Hanouna, et il y a, c'est sûr, plus de la moitié des gens qui... Non, c'est pas gentil de dire ça, j'en sais rien. Mais il y a des gens, forcément, qui l'ont regardé parce qu'il y avait Hanouna. Et il y a surtout des gens, beaucoup, qui m'ont dit « C'est quand même dommage que tu aies fait cette image aussi vulgaire pour une vidéo qui est sur des sujets tellement sérieux et tellement bien. » Je sais bien. Ah ouais, okay. Oui, je sais bien. Mais à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Est-ce que tu l'aurais regardé s'il n'y avait pas eu Hanouna sur le machin? Et c'était utiliser ces armes-là contre elles-mêmes, quoi. Oui, parce que si j'avais fait 40 minutes sur Hanouna, j'aurais vraiment eu l'impression de m'être donné, si tu veux, m'être rendu, quoi. Mais de dire, vous en aurez 30 secondes, pas plus, sur 45 minutes. Mais vous aurez quand même l'impression d'avoir regardé une vidéo sur Hanouna. Très bien.
Non, mais ce que ça signifie, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin je sais parce que c'est évidemment nous des questions qui nous traversent, ne serait-ce qu'en tant que spectateur, je sais pas comment on dit, interneteur, c'est que la série Infernet, elle est infernale pour ça, c'est hyper efficace, super bien, et bon, toutes les accroches sur des, on va dire un peu faits diveresques, etc. marchent hyper bien, et toi, le discours que tu tiens, il est évidemment nickel là-dessus, c'est-à-dire que l'internet c'est l'enfer, que les rapports sociaux, humains que ça produit, c'est détestable, etc. Mais évidemment, on peut jamais tout à fait se départir de se dire, ouais, mais il dit ça quand même sur YouTube. Enfin, oui, bien sûr. Évidemment, sans aucun jugement moral. Mais non, mais c'est vrai. Mais donc, ce que ça signifie quand même, cette espèce de drôle d'endroit où on se retrouve tous, je dis pas toi, je dis pas nous lundi matin, mais même où en fait, on voit absolument, enfin, avec, je pense, une assez grande acuité, l'horreur que produit dans les vies que produit Internet, et dans un des Internets, non, je sais plus, peut-être que je confonds de vidéos, c'est ça le truc de YouTube, je sais plus quelle vidéo j'ai regardé, mais non, mais oui, où t'as les Facebook qui a fait un sondage, enfin qui a fait une enquête sur la réception des jeunes sur c'est dans une vidéo, autour d'Instagram, etc. Et qui disent qu'en fait tout le monde l'utilise tout en détestant l'utiliser, tout le monde se rend bien compte que ça fait du mal et pourtant on l'utilise. Et nous, on va dire dans un champ, on va dire peut-être plus ouvertement politique, on se trouve dans cette situation-là, d'être là, il y a tous ces codes absurdes, ces trucs débiles, il faut trouver des trucs putaclic, de machin, qui nous sont absolument, il faut regarder la caméra, qui nous sont absolument détestables, et en même temps, on voit bien qu'on ne peut pas du tout les abandonner à ce qui domine maintenant. Genre on peut pas laisser, je vais avoir un discours de vieux, mais on peut pas laisser la jeunesse actuelle se laisser décérébrer par YouTube. Il faut essayer d'y amener des choses qui viennent casser, enfin au moins essayer de casser le truc au milieu. Et donc forcément ça met dans des positions contradictoires un peu aberrantes, et en même temps en fait peut-être pas, peut-être qu'il faut s'en foutre, peut-être qu'il faut jouer aux youtubeurs. En tout cas, c'est clairement la décision qui a été prise avec Mathias quand on a fait Infernet, c'était qu'on jouait avec YouTube, quoi. Et on jouait avec YouTube, mais c'est pour ça, à la fin, dans chaque épisode, normalement, les dernières phrases créaient une espèce de mise en abîme, où à ce moment-là, en gros, je fais une blague quelconque, je sais pas, mais c'est la touche d'humour, quoi, et c'est le fait que, en fait, je fais absolument partie de ce que je dénonce. Et c'est dès le premier épisode, et pourtant, j'avais pas encore réfléchi à tous ces codes-là, mais le dernier épisode, et puis c'était une blague, je pense, fait sur le tournage, mais où, à dernière minute, je fais le Help Me de Marina Joyce, enfin, je sais pas, ce truc-là, juste comme ça. Et ça c'est des trucs qu'on a développé tout le long enfin toujours mettre cet élément là. Après c'est comme si on faisait de la télévision, quoi. Moi ça, comment dire, j'ai pas de rejet de la télévision à partir du moment où elle est faite en pleine conscience et elle est retournée contre elle-même, quoi. Pour moi, Monty Python's Flying Circus, c'est une des plus grandes œuvres d'art de tous les temps, quoi. Et pourtant c'est 30 minutes de télé machin hebdomadaire. Et alors ça, on va dire que c'est sur on va dire, tu dis ça par rapport à ta manière d'appréhender le médium, comme si Internet était comme la télé, sauf que ce qui est justement très intéressant dans la série des Internets, c'est précisément que tu montres en quoi les différentes applications, en fait, elles viennent altérer la perception des gens qui sont viennent affecter les gens hyper profondément. Et par exemple, tu vois, tu dis que tu arrives à prendre cette distance-là, mais par exemple, quand tu vois des commentaires de gens qui sont là genre « Ah oui, c'était vraiment nul, et t'étais mal coiffé, ou tu pourrais être rasé », est-ce que tu arrives à avoir cette même distance? Parce que c'est là que le devenir youtubeur, il vient nous prendre à la gorge. Est-ce qu'on est capable d'avoir la même distance avec cette emprise, tu vois Jamais complètement. On peut essayer, mais on n'est jamais aussi fort qu'on le croit. Il y a toujours un truc. Parce que moi je peux presque le dire, ça fait partie. J'ai essayé d'analyser lesquels pouvaient me faire du mal et lesquels j'en avais rien à foutre. Parce qu'il y en a plein dont j'ai rien à foutre. Mais il y en a qui à un moment ou à un autre, je sais pas pourquoi, elles touchent quelque chose, et là il y a quelque chose qui se. Et j'ai remarqué que très souvent,
Et ça m'a rendu très curieux. C'était quand on s'adressait pas à moi, mais à Blast, en disant Blast, vous vous rendez compte qu'en continuant à produire ce tome, vous participez à blablabla. Et là, il y avait quelque chose, c'est-à-dire que c'était, je sais pas pourquoi, et non mais ça me rappelait à ma condition d'employé en fait. Donc potentiellement virable. Donc voilà, c'est des personnes un peu malveillantes. Envoyer beaucoup de courriers à Blast comme ça, ça peut avoir de l'effet. Et là, ça m'aura fait du mal. Et ouais, c'était un peu dans ce même ordre d'idée, quand tu parles du mélodrame, je me posais la question de... Tu dis souvent que la parole libératrice, elle passe par des médias ou des fictions qui sont méprisées dans leur temps. Je parle du théâtre de Shakespeare dans Sycomore, après de la BD, de la pop, de la science-fiction de K. Dick. Et du coup, je me demandais si ça avait aussi fait partie de ton choix de tenter de faire des fictions sur YouTube, comme un média qui est peut-être délaissé ou méprisé. Est-ce que, alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas choisi. Mais ce que tu dis, c'est trop juste, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça pouvait pas tomber mieux. Ça pouvait pas tomber mieux. Parce que, oui, c'est sans doute le média le plus puissant aujourd'hui. Accessible à tous, quoi, je veux dire. Parce que faire des blockbusters, ça demande des moyens. Les vidéos YouTube, ça coûte rien. Donc c'est vraiment, oui, c'est la pop culture d'aujourd'hui. Donc il y a une cohérence là-dedans. Après, j'ai plus l'âge déjà. Alors c'est, comment dire, c'est un mec de 45 ans passé qui utilise un médium qui est pas de son âge, mais quoi, c'est pas grave. C'est vrai que c'est ce que ça me parle beaucoup, ce que tu dis. J'y avais pas du tout pensé, c'est fou, hein, j'y avais pas du tout pensé. Comme quoi, des choses qui sont évidentes et qu'on voit pas du tout. Mais bien sûr, en tout cas, ça m'a toujours intéressé, ça, l'idée que les œuvres qui étaient les plus importantes pour une époque, elles se jouaient dans le médium qui, au moment où il était le plus populaire et le plus méprisé, à la fois par les instances culturelles. En tout cas, quand j'ai réfléchi sur le théâtre de Shakespeare, c'était à ça que j'étais arrivé. J'ai peut-être tort, mais vraiment, quand j'ai regardé le contexte des pièces, bon, c'était Théâtre du Globe, on a une impression d'un truc avec des barons et des nobles, mais vraiment c'est pas ça, quoi, hein. C'est vraiment un endroit où ça se battait, où il y avait régulièrement des morts, quoi, et pendant les pièces, les femmes accouchées, c'est comme ce qu'on raconte des concerts de rock les plus dingues, quoi. Les gens mangeaient aussi en même temps, et buvaient évidemment. Donc et tout ça se passait ensemble, quoi. Donc il faut imaginer, c'était dans les quartiers les plus pourris de Londres, quoi. C'était aujourd'hui, quand on y va, bon, c'est tout chic, mais ça l'était pas du tout. Donc c'est un contexte très particulier, et c'est ce qui fait qu'ensuite aussi, c'est comme ça que j'interprète pourquoi il y a eu ensuite ce rejet de l'idée que Shakespeare était bien Shakespeare. Parce que Shakespeare, c'était vraiment la toute petite bourgeoisie, quoi. C'était un fils de gantier, c'était microscopique, quoi. Un fils de tanneur. Un fils de tanneur. Donc ils ont essayé d'en faire un noble. Ils ont dit non, mais c'était un anobli, quoi. C'est Sir Francis Bacon qui, sous le pseudonyme de ce pauvre tanneur qui avait gardé des chevaux dans les théâtres et qui ensuite a fait le cabotin sur scène, c'est lui qui a écrit ces belles pièces. Bah non, c'était ça vient de là où vous vous y attendez pas, quoi. Ça vient précisément de là où vous le voyez pas venir, et c'est ça qui va vous dire votre vérité. Et ensuite, il y a le temps où la culture a besoin de l'ingérer et essaye de lui ôter sa puissance émancipatrice. Ce qu'elle arrive à faire plus ou moins, mais souvent en travestissant ce qui est dit, en le rendant opaque ce que ça raconte. Mais on peut dire la même chose finalement de Jésus, hein. Parlons de Jésus alors. Mais avant de parler de Jésus, justement, ce que tu dis plus tard, permet de reprendre
ça permet de reprendre ce que tu as évoqué au début sur complot, les théoriciens du complot, etc. Et ça permet aussi de s'intéresser là à ce que tu fais sur Internet, non pas en tant que YouTube, etc., mais comme démarche ou méthode, puisque tu dis souvent que tu n'es pas un historien. Ouais. Et je pense que Maxime oui. Ouais, en fait, au début de l'entretien, tu as dit que tu faisais du Baruel à l'envers. Et du coup, est-ce que... Enfin, moi, j'avais l'impression que quelque part, dans l'introduction de ton dernier livre, tu faisais tout pour dire que l'exégèse, c'était pas du complotisme à l'envers, justement, c'était autre chose que du complotisme. Et en fait, tu essaies de distinguer, enfin, tu distingues très bien les terrorismes du complot et les théoriciens du complotisme. Et il me semble surtout que tu essaies de t'en distinguer, parce qu'on pourrait penser, en première analyse, que l'exégèse, c'est une enquête, tout comme le complotisme. Mais en quoi, en fait, est-ce que ces enquêtes, elles divergent en quoi est-ce que l'exégèse, en gros, ça doit pas être confondu avec le complotisme. Et c'est quoi l'exégèse aussi? Et c'est quoi l'exégèse? Oui, alors là, c'est vaste parce que c'est vraiment presque toute ma vie d'essayer de savoir ce que j'essaye de faire avec ce mot d'exégèse que j'ai volé au domaine noble de la théologie pour l'amener dans des endroits un peu plus étranges. Alors oui, ça dépend de ce qu'on entend par à l'envers, mais c'était aussi pour rigoler, c'est comme dire... Parce que souvent, je dis ça pour rire, quoi, que ce que je fais à Blast, c'est une sorte de... C'est du Buisson à l'envers, quoi. Ou c'est du Laurent Deutsch, quoi, qui était le disciple de Buisson, quoi, ou Zemmour. Et c'est de faire ça à l'envers. Et puis, parce que des fois, les gens me le disent comme un reproche, mais très sérieusement. Oui, finalement, au fait, ce que vous faites, c'est rien d'autre que du Zemmour à l'envers. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est-à-dire, tant que je me présente pas aux élections, tout va bien. Oui, c'est proposer une narration autre. Et alors, c'est pas à l'envers dans le sens où peut-être s'agit pas de s'opposer sur les mêmes termes, mais justement de recréer un autre cadre de lecture. Et donc c'était ça par rapport au secret de la société, puisque c'est quand même passe aussi à un très mauvais moment, je pense dans cette intro, les gens qui ont dénoncé les complotistes, quoi, Popper. Mais c'est tellement drôle aussi, j'ai lu le livre de Popper, mais je l'avais pas lu, quoi. Je savais que ça venait d'un bouquin de Popper sur la société ouverte et ses ennemis, mais un livre plus paranoïaque que ça, mais vous imaginez pas, quoi. Popper qui est considéré comme étant le premier sociologue à avoir analysé le complotisme. C'est ça. Ça permet pour que les gens comprennent. Oui, pardon. Oui. Et puis la plupart l'auront pas encore lu parce qu'il n'est pas encore sorti. Ils se demanderont même s'il existe vraiment. On parle d'un livre imaginaire. Non, mais voilà, Karl Popper qui est le premier à avoir formulé cette notion de théorie du complot, etc., dans son livre La société ouverte et ses ennemis, mais qui dresse des portraits mais plus paranoïaques qu'on n'ait jamais vu des philosophes, en fait. C'est un espèce de règlement de compte avec la philosophie, mais quand je dis paranoïaque, c'est paranoïaque au point de dire qu'ils ont travaillé sciemment à empêcher l'émancipation, etc. Je dis, ok, bon, mais en fait, et c'est pour ça, en fait, le côté, c'est bon, mais tout le monde est dingue. Tout le monde est dingue. Oui, tu conclus comme ça, en disant, bon, en fait, on est tous fous, quoi. Oui, oui, c'est le chat de Chester, quoi. Vous pouvez chercher d'un côté, mais ils sont fous, et puis vous cherchez de l'autre, mais ils sont fous aussi. Donc... Justement, okay. En fait, excuse-moi, je te coupe, mais... Non, pardon, je t'en prie, parce que j'ai pas répondu à ta question. Mais je t'écoute. Du coup, je rebondis sur la paranoïa que tu viens d'évoquer. Oui. Parce que justement, on a trouvé une définition clinique de la paranoïa et qui ressemble en fait vachement à la définition d'un enquêteur. Que je vais te lire. C'est dans un livre de Boltanski qui s'appelle Énigmes et Enquêtes. Et donc il définit la paranoïa comme ça: le monde se présente alors comme un ensemble de signes qui exigent d'être décodés. Ce que les autres montrent d'eux-mêmes n'est pas leur réalité, qui demeure cachée derrière l'apparence. Ce sentiment d'étrangeté peut aller jusqu'à concerner la perception du corps propre, accusé d'envoyer des messages impossibles à interpréter. L'intentionnalité... forcément, l'intentionnalité se maintient, mais elle se trouve submergée par des effets omniprésents dont la cause véritable ne peut être identifiée, ce qui rend difficile l'orientation vers l'action, hors des accès sporadiques. Et voilà, il me semblait du coup que cette définition du paranoïaque, elle ressemblait beaucoup à la fois à la définition
d'un complotiste et aussi d'un enquêteur ou d'un exégète qui se tient devant la réalité comme quelqu'un qui se méfie des apparences et qui cherche à trouver un sens caché. En fait, le truc que j'avais plus ou moins sur lequel j'étais un peu arrivé à l'époque où j'écrivais le livre L'enquête infinie, justement, c'était de distinguer l'enquête de l'exégèse, dans le sens où au fond, dans l'enquête, ce qu'on cherche, c'est une explication, c'est des indices factuels. C'est factuel. Tandis que l'exégèse, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire, si j'arrive sur une scène de crime, je pourrais pas dire qui est le coupable. Mais je pourrais dire à quoi le meurtre me fait penser. C'est un système d'association d'idées. Ce serait ça l'exégèse. Donc, c'est pas le même statut de vérité. C'est pas une vérité factuelle. C'est, on va dire, une tentative de cerner au plus près des principes de ressemblance ou d'analogie. Mais à aucun moment, on va dire, on va créer un système de causalité par rapport à ça. Par exemple, mettons un exemple. Si sur le dernier épisode de l'Empire, quand je parle des bagaudes. Les bagaudes qui sont donc ces mouvements de révolte paysanne qui sont étendus dans la Gaule romanisée entre, grosso modo, 3e et 5e siècle. À un moment, je dis les premiers gilets jaunes. Je ne pense pas qu'il y ait un lien de comment dire, de filiation. De filiation. Et ça, c'est probablement la différence avec Baruel quand il pense que quand il dit Magny est le premier jacobin. Voilà, on va dire la même chose, lui et moi. Je vais dire Magny est le premier jacobin. C'est pas seulement que je le dis de façon positive. J'établis pas une idée de continuité. Je pense pas du tout que les Jacobins même se soient intéressés à Magny. Et même on pourrait dire la même chose entre tous les problèmes qu'il y a d'interprétation, mettons sur la question des cathares. Aujourd'hui, il y a des historiens qui se battent, mais vraiment qui se détestent, parce que certains veulent les faire descendre directement des Bogomiles, et donc avant des manichéens, et d'autres disent non, c'est juste un phénomène qui s'est développé dans le sud-ouest, en parallèle d'un phénomène qui s'est développé en Italie, etc. Mais en fait, moi je m'en fous complètement. Je sais pas si j'ai peut-être tort, enfin disons que c'est pas mon problème du tout. Moi ce qui m'importe, c'est des principes de ressemblance ou d'analogie. Dans un champ symbolique, il y a vraiment des raisons de les comparer. Mais à aucun moment je m'intéresse à savoir si quelqu'un a dit à quelqu'un de faire ça et qu'il l'a reproduit et quelqu'un d'autre l'a reproduit et quelqu'un d'autre l'a reproduit. Donc ça, à ce niveau-là, sans doute ça ressemble pas à un enquêteur, parce qu'un enquêteur qui viendrait sur une scène de crime et qui dit je me contrefous du coupable, mais par contre ça me rappelle vachement le meurtre qu'il y a eu il y a 15 ans dans la disposition du corps, c'est fou. Il est arrivé exactement au même endroit. Mais ce qui permettrait de dire que ce qui est en jeu dans ce meurtre-là, c'est le geste en fait. Mais oui. C'est dans ce sens où l'histoire, c'est plus quelque chose de linéaire comme ça, de plat, c'est quoi les fils, etc. Mais en fait, c'est des espèces de petits éclats qui résonnent ou qui ne résonnent pas, etc. C'est juste, une histoire benjaminienne. Mais oui. Et c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et c'est aussi sortir de questions de qui est le coupable. Ça j'en viens à ce film de Jacques Rivette que j'adore. J'ai vu que la semaine dernière vous avez publié un texte sur l'amour fou de Jacques Rivette. Il est très important que les gens regardent les films de Jacques Rivette, et dans Céline et Julie vont en bateau, pendant quasiment la moitié du film, les deux filles sont projetées dans un espace où une même histoire se répète en boucle, dans lequel on tue une petite fille, et elles se disent mais qui a tué la petite fille? Est-ce que c'est l'une ou est-ce que c'est l'autre? Et il y a un moment elles comprennent qu'on n'en a rien à foutre de savoir laquelle des deux a tué la petite fille. Ce qu'il faut, c'est qu'arrêter que la petite fille meure. C'est un espace cyclique, on doit pouvoir interrompre le cycle, on doit pouvoir sauver la petite fille. Et savoir que qui a tué la petite fille, mais franchement, ça n'a aucun... Et ça, c'est... comment dire, pour moi, cette idée, elle est totalement libératrice. Donc c'est
à ce niveau-là, oui, je pourrais pas non plus vraiment écrire de romans policiers, je pense. Mais ce qui est marrant sur ce truc entre linéarité et résonance, c'est que pour cet exemple de Rivette, c'est quand même un peu drôle, c'est que donc, la semaine dernière, on a reçu ce texte donc, de Mathilde Girard qui parle de Rivette. 2 jours après qu'on l'ait reçu, il y a Judith Godrèche qui en parle, et 2 jours après, j'ouvre ton bouquin, je dis il parle de Rivette, et tu dis ah ouais, là il y a des fils qui se croisent, mais au bon sens du terme, et tu dis voilà, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Je pense que sur beaucoup de points, mais bon, moi c'est un cinéaste qui m'obsède depuis fort longtemps, mais il me semblait que pour aborder des questions, on va dire, de l'époque, les films de Rivette étaient ceux qui m'apportaient les éclairages qui allaient le plus loin, que ce soit sur des questions, on va dire, sociétales, type complotiste, pas complotiste, etc., sachant que Rivette a toujours été associé, exactement comme Balzac, au complot. Mais ça le faisait tellement chier. Les interviews sont tellement drôles, quoi, quand il dit mais je suis la personne qui s'intéresse le moins au complot, vous tombez mal, etc. Mais on voit bien ce que ça veut dire, malgré tout. Il retombe à chaque fois dans ses films, dans ses questionnements. En fait, ce qui l'intéresse, c'est le personnage du marginal. Et du marginal qui est dans une situation où il n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que d'essayer de comprendre comment fonctionne la société. Et forcément, il tombe sur des interprétations qui sont tout aussi piégeuses que la société elle-même. Mais c'est comme un champ inévitable par rapport à ça. Et aussi Rivette, évidemment, sur les questions de genre. En tout cas, sur les questions féministes, ces films, c'est incroyable même qu'ils aient pas plus d'audience aujourd'hui, parce que la place de co-scénaristes des actrices en particulier, et en particulier Juliette Berthaud, et puis même le cinéma de Juliette Berthaud, je suis surpris qu'il soit pas plus présent aujourd'hui. Mais ça va venir peut-être. Mais les films de Juliette Berthaud, les 3 films de Juliette Berthaud, les textes de Juliette Berthaud, les livres de Juliette Berthaud aussi me semblent très importants par rapport à ce qu'ils apportent aussi que on va dire l'époque a et n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose en plus qui permettrait, qui serait très libérateur par rapport à des, on va dire même à des rapports de rivalité ou des choses comme ça. La façon dont son cinéma réussit à s'extraire des principes de rivalité, et où ces personnages même arrivent à tracer une autre ligne, est incroyable pour ça. Pardon, je fais des réponses très longues. Mais est-ce que j'ai répondu sur les Ok, bon, ok. Voilà. Labyrinthe sur labyrinthe. Du coup, en nous enfonçant dans le labyrinthe, on s'est rendu compte que l'enquête exégétique que tu mènes dans les réseaux, etc., conduit à créer des constellations entre des gestes qui se reproduisent, mais on a l'impression que la constellation, quand on la regarde, elle fait une image, enfin une figure totale, enfin une constellation c'est une forme, quoi, et c'est celle des 100 rois, c'est-à-dire c'est celle des gnostiques, c'est celle de cette tradition-là qui t'intéresse vraiment particulièrement, qui est omniprésente depuis ton livre sur la victoire des 100 rois, et gnosticisme et révolution. T'associes l'idée de révolution à ce qu'étaient les gnostiques, c'est-à-dire les 100 rois, ceux qui s'appellent les 100 rois, ceux qui vivent sans, vivre sans, c'est le slogan des 100 rois. Et du coup, peut-être c'est le moment d'être très manichéen et d'en arriver à ce moment, à te poser la question, c'est quoi l'empire dont tu parles dans tes vidéos sur l'empire n'a jamais pris fin? C'est-à-dire, c'est quoi cet empire qui, évidemment, a été romain, historiquement, concrètement, mais en même temps continue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'a jamais pris fin. Et dans la méthode exégétique, on comprend, il y a des résonances impériales, premièrement. Et la deuxième question, évidemment, quel est ce fond gnostique, mais plutôt sans roi, qui là pour le coup est beaucoup plus large qu'un truc mystique, etc. C'est des gens qui veulent vivre sans, pas forcément des anarchistes, mais presque. Et donc j'aimerais bien savoir un peu plus en détail, des choses que tu as déjà dites dans tes vidéos, mais maintenant dans la discussion. Oui. Premièrement, comment tu caractérises l'impérialité, quoi? Comment tu caractérises cet empire qui n'a jamais pris fin? Comment il a commencé, comment il se perpétue? Et deuxièmement, quel est son antéchrist à cet empire? Bon, plutôt, quel est son antagoniste? C'est-à-dire, c'est quoi ces 100 rois? Comment ces 100 rois viennent mettre de l'antagonisme dans l'empire? Mais bon, c'est une large question, et tu réponds comme tu veux. Ouais. Et ben alors, bon, déjà, je vais commencer
je vais refaire, on va dire, un micro-historique de comment je suis arrivé à ces différents usages, quoi, de ces notions. Sans roi, en fait, c'est parce que dans les... Chercher une manière de les renommer. Ceux qu'on appelle les gnostiques. Bon, pareil, on va faire le moment, je pense que tout le monde sait qui sont les gnostiques, mais on ne sait jamais. C'est, on va dire, les courants divergents du christianisme naissant. Donc, quand le christianisme est né, bon, il y avait quand même deux fortes tendances qui étaient celle de Pierre et celle de Paul, qui ont fini par trouver des points de convergence et qui se sont associés, mais il y avait aussi plein d'autres personnes qui considéraient qu'ils pouvaient utiliser la parole de Jésus tout autrement et sans avoir besoin de faire corps avec ce groupe et ce groupe qui tendait vers l'organisation, en tout cas qui avait une tendance organisatrice très forte, institutionnelle. Et ils sont représentés dans le texte du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, par une première figure qui émerge, qui est Simon le magicien, ou Simon le mage. Et donc ce Simon le magicien, Simon le mage, on lui attribue, c'est de lui d'où vient le premier péché, la simonie, donc le trafic des choses saintes, et à partir de quelque chose que moi j'interprète du reste assez autrement, puisque en gros il demande, quand il dit qu'il va payer, ça me semble pas bien différent de la dîme que toutes les églises payaient pour pouvoir avoir une forme d'autonomie à ce moment-là, mais enfin bon, à ce moment-là c'est pris comme quelque chose d'incroyablement vulgaire. Comment ça tu veux payer pour pouvoir donner le baptême, faire la position des mains, et puis derrière il y a toute une fiction qui se crée, enfin un roman qui s'appelle les Homélies clémentines, mais qui se présente comme un roman, avec raconté par Clément, le secrétaire de Pierre, et où Saint Pierre va en Samarie pour combattre Simon le magicien qui fait perdre leur chemin à des personnes qui pourraient aller sur la route du christianisme, les impressionne par des tours de magie, etc. Et donc qui demande un débat, par le débat. Et tout ça, bon, c'est des mises en place qu'on a dans ces textes, mais ce qui s'est passé, c'est que après ça, 2 siècles plus tard, on va avoir les grandes réfutations de Irénée de Lyon, de Hippolyte, de Épiphane, et puis dans une moindre mesure de Tertullien, mais pendant très longtemps on n'a pas eu les textes même de tous ces groupes qui sont pas même forcément des groupes très organisés, hein, qui sont présentés dans les livres des hérésiologues comme se regroupant. C'est d'ailleurs assez drôle parce que le prêtre est tiré au sort, les femmes peuvent faire prêtre aussi, enfin bon, les hérésiologues ils sont extrêmement choqués de voir le côté, oui on pourrait dire il y a une dimension libertaire, il n'y a pas de doute, hein. Enfin moi ça me plaît beaucoup ce que je lis quand je lis ces choses-là, et qui trouvent ça pas sérieux, les hérésiologues trouvent ça pas sérieux, mais ils trouvent ça dangereux aussi que ce soit pas sérieux comme ça, qu'il y ait si peu de hiérarchie à l'ancienne. Mais on n'avait pas leur propre texte, on n'avait que les réfutations. Et en fait, il s'est trouvé que les textes, on les a retrouvés. On a retrouvé un premier au XVIIIe siècle, la Pistis-Sophia, 2 petits groupes au XIXe siècle, ce qu'on appelle le Codex de Berlin et ce qu'on appelle le Codex de Brousse. Berlin parce que ça a été amené à Berlin, Brousse parce que c'était le mec qui s'appelait Brousse. C'est bizarre, c'est comme ça. Qui contiennent des poignées de textes. Et puis, à Nag Hammadi, en 1945, là, on trouve une jarre avec... Alors, 44 textes différents. C'est 52 textes, mais il y a 8 textes qui reprennent des textes des autres. Donc, 44 textes inédits, quoi. Et ça fait une pléiade entière, quoi. Ça fait une Bible, quoi. C'est une bibliothèque, hein. C'est pas des livres qui se suivent entre eux, qui ont forcément et qui appartiennent, selon les spécialistes, à des courants sans doute un peu différents. Enfin bon, c'est ce que pouvait avoir quelqu'un qui s'intéressait à eux à ce moment-là. Et en lisant ces textes-là, je me suis aperçu que dans des textes où Jésus apparaît et s'adresse, chose exceptionnelle, à ses apôtres, qui s'appellent pas apôtres là-dedans, il dit de façon un peu générale, à Basileus Genea, vous, la génération sans roi.
vous la génération sans roi, voilà comment vous ferez tatati tatata. Et comme dans un de ces textes-là aussi, il dit « Je ne suis pas venu à vous en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère en secret. » Alors, j'ai compris ça, c'est mon interprétation. Hein. Tu peux être sûr qu'il y a plein de spécialistes des gnostiques qui disent ce type-là, c'est un loufoque. Mais j'ai compris ça comme une lecture non seigneuriale de la divinité. Une lecture non seigneuriale, ce qui veut dire derrière une lecture qui refuse la hiérarchie intrinsèque à l'Église. Qui pense autrement la question de l'Église. Mais on va retrouver des phénomènes vraiment de ce genre, en effet, de façon récurrente. Et qu'il y ait un lien de connaissance ou pas, ça m'est complètement égal, là, encore une fois. Hein. Qu'on trouve des choses si proches dans les propos attribués à des hérétiques du Languedoc lors de l'acquisition de Jacques Fournier, qui va devenir pape sous le nom de, je ne sais plus, Barnabé II, donc Benoît VIII, Benoît X, je ne sais plus. Bref, Jacques Fournier, enfin l'inquisiteur dans le Languedoc, et qui va... enfin tout ça, on les a, ces rapports. Et ce qu'ils ont à dire, par exemple, il y en a un, Guillaume Bélibaste, qui dit la véritable Église, elle est dans le cœur de l'homme. Elle n'a pas besoin de pierre. Alors quand eux, ils ne veulent pas de pierre, ils veulent pas de l'église de pierre, symboliquement évidemment, mais ils veulent pas de lieu. Ils n'ont pas besoin d'un local. Ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ça. Ça m'a beaucoup plu. C'est des choses qui m'intéressent énormément. Donc tout ça, bien sûr, c'est une galaxie de 100 rois auquel je raccorde aussi, là, de façon sans doute plus enquêteur, malgré tout, des gens de la pop musique, comme les Beatles ou comme David Bowie, parce qu'ils se sont intéressés aux gnostiques, parce qu'ils ont lu Helen Pagels, la spécialiste américaine, qui a publié ces livres si intéressants sur les gnostiques dans les années 60. Ils sont arrivés par tel ou tel biais. Ça m'intéresse. Je veux dire, ça m'intéresse de savoir malgré tout les chaînes de transmission. Mais c'est secondaire par rapport à ce que ça produit. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que ça produit. Et c'est là où je vois ou pas des moments qui sont ouverts par ça. Donc c'est un peu précis. Et ça, c'est vrai que je fais ça dans tous mes bouquins depuis un bon moment. Mais de toute façon, je voudrais faire autre chose que je pourrais pas, quoi. C'est ça qui m'intéresse, d'essayer de retrouver ça à chaque fois. Donc c'est à la fois une forme spirituelle et une forme politique, mais ça va ensemble. Ça se joue aux deux niveaux. C'est là où c'est sûr que ça ne passionnera pas un rationaliste. C'est moi qu'on puisse dire que ça ne passionnera pas. Mais bon. Justement, t'avais une question sur divinité et tout ça là. Oui, j'avais une question par rapport à l'exégèse de Philippe Cadic. Ouais. Où on trouve l'idée que sans l'idée de la divinité chez l'homme, l'anarchie n'a aucune justification. Ouais. Et je voulais savoir si tu pouvais développer un peu ça. C'est une idée de... Ouais. En fait, ça serait bien d'avoir le passage de Dick, parce que c'est un paragraphe entier. C'est un paragraphe où il dit « J'ai trouvé la manière de le justifier », parce que c'est lié à la transmission directe de l'information par la divinité. La divinité transmet ces informations directement et continuellement à l'homme. Il dit l'enseignement... Et tu l'as, je t'en prie. Tu veux le lire ? Tu peux le lire ? Si Dieu réside en chaque homme, alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. Je prédis l'anarchie dans la piété. Aucune autorité terrestre ne sera plus tenue de dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire, ni même de l'éduquer. Le Logos s'en chargera en rétablissant la liaison. Il devra en résulter une société réellement égalitaire. Est-ce là le royaume de Dieu qui nous a été prophétisé ?
Ouais, c'est formidable. Hein. Non, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Quand je suis tombé sur ce passage dans l'exégèse de Philippe Cadic, l'exégèse, juste pour dire ce qu'on appelle l'exégèse de Philippe Cadic, c'est les textes qu'il a écrits de 74 à sa mort, en 82, je crois, sa mort, ou 83, je sais plus. Enfin début des années 80, toutes les nuits, pour essayer de comprendre pourquoi à un moment la divinité était venue habiter son être, quoi. Pendant 2 mois, il a entendu en claire audience, quoi, beaucoup de choses, dont la maladie de son fils, qu'il a amené. C'est ça là, à ce moment-là, qu'il s'est dit que il n'avait pas besoin d'être paranoïaque, c'était vraiment la divinité qui lui parlait parce qu'elle avait sauvé son fils. Mais c'est pendant c'est chose folle, c'est pendant qu'il écoutait Strawberry Fields Forever des Beatles. Alors on me dit, il y avait peut-être aussi l'usage de stupéfiants, mais bon, c'est une autre question et je n'en sais rien. Il a eu ce moment-là et en fait ça s'est arrêté au moment où il a obtenu ce qu'il voulait, qui était la démission de Richard Nixon. Richard Nixon a démissionné et la divinité est partie. Et bon, on voit combien les choses sont liées, quoi. et du coup, pour caractériser un peu plus ces 100 rois, ouais. T'avais une question sur Paul, non? Ah mais oui, si, il me semblait, parce que du coup, dans la vidéo où tu parles de Paul, justement, ça donne lieu à beaucoup de réactions, t'as déjà répondu à cette question ah oui, dans la vidéo de Relly Gardet, je crois. D'accord. Et, mais du coup, beaucoup te reprochaient de pas avoir vu le caractère révolutionnaire de Paul, etc., qui avait été souligné par Badiou, par exemple. Oui. Et je suis pas un gros lecteur de Badiou. Ou Agamben. Et nous, du coup, on voulait te demander en quoi ce caractère révolutionnaire de Paul, donc qui est souligné par ces philosophes-là, était pas du tout de l'ordre de la révolution gnostique, quoi. Ça doit être mon côté Nietzschéen de gauche. C'est justement l'abandon des singularités. C'est l'abandon des singularités. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est trop loin pour moi. J'ai lu le Saint-Paul de Badiou, mais je l'ai pas lu à l'époque de la vidéo. Je l'ai lu il y a bien longtemps. Et je me souviens qu'il était très content du. Il n'y a plus parmi nous ni juifs, ni gentils, ni grecs, ni machin. Le ni. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a un sens à donner à ça. Moi j'ai une perspective plus carnavalesque. J'aurais tendance à dire et je pense d'une certaine façon Mani, il y a peut-être un peu plus de ça aussi chez Mani, puisqu'il est allé chercher dans le judaïsme, dans le bouddhisme, moi j'aime bien aller chercher aussi dans l'islam, même dans le christianisme d'ailleurs, plus que de les annuler. J'aurais plus un principe pour les mettre en relation, mais les mettre en relation tout en gardant ce qu'ils ont de foncièrement hétérogène. Mais il y a peut-être un autre aspect révolutionnaire de Paul. Parce que après ça, moi, je fais à nouveau une interlude publicitaire. Je t'en prie. C'est que autant le livre de Badiou sur Paul et on dit casse pas 3 pattes à un canard, autant c'était mon impression, mais je voulais pas non plus être disrespectueux. Le bouquin de Agamben, Le temps qui reste, il est très peu connu pour ce bouquin-là. C'est le bouquin que personne n'a lu et c'est à mon avis très situé personnel. C'est à mon avis c'est le livre qui m'a le plus marqué de Agamben et justement qui est vraiment autour de ça. Je serais incapable de le résumer là maintenant parce que c'est de l'exégèse et c'est très compliqué, mais en tout cas c'est 1000 fois mieux et 1000 fois plus intéressant. Il va chercher des trucs beaucoup plus fous et des déplacements beaucoup plus inimaginables que Badiou qui est plus rarement intéressant.
Bah, j'ai pas lu Paul. Mais c'était un conseil publicitaire, quoi. Oui. Non, mais c'est comment dire, d'une façon différente qu'à Relique Garé, je vais devoir répondre encore une fois. Bon, bah, parce que ce qu'on m'avait opposé aussi, c'était que il y avait des épîtres de Paul qui lui avaient été attribués, mais qui n'étaient pas de lui. Et donc, il fallait distinguer ça. Oui, bon, je sais pas. C'est pas grave. Ça se trouve, Paul est formidable et c'est une erreur. Mais l'usage, en tout cas, de Paul, ne serait-ce que par Augustin, celui-là, j'ai pas trop de doute de ce qu'il produit, quoi. Donc bon. Si vous voulez, on parle de Paul, mais je ne serai pas forcément formidable. Alors, parlons de Jacques, alors. Parlons de Julius. Julius de César. Ah ouais, alors comment on Parce que arrive du à coup, ça nous on a parlé des 100 rois. Ouais. Pour nous, on pourrait les appeler les destituants, quoi. Oui, très bien. Les singularités destituantes, pour reprendre des vocabulaires agambéniens, etc. Oui. Mais du coup, l'Empire et l'Église, comment tu les caractérises et c'est quoi les persistances de ça aujourd'hui ? Alors, je vais faire ça, mais je vais quand même juste reprendre un tout petit peu là où on était avec la citation de Dick, qui est si belle. Juste aussi pour repréciser que donc ça s'appelle l'exégèse, mais c'est des choses qu'il a écrites toutes les nuits, comme ça, des carnets. Il était arrivé à ça, mais c'est aussi dans l'exégèse de Dick, et également dans ses romans qu'il a écrits à la suite de cette exégèse qu'on appelle la trilogie divine, dont il a fait part d'un rêve où apparaît la phrase « L'Empire n'a jamais pris fin ». L'Empire n'a jamais pris fin, c'est une phrase qui est apparue dans un rêve de Philippe Cadic. Un rêve où il était dans une librairie de vieilles revues de SF d'occasion, et il cherchait une série qui s'appelait « L'Empire n'a jamais pris fin ». Qui n'a pas existé, c'était dans son rêve. Mais il cherchait l'Empire n'a jamais pris fin, et c'était une série de SF dans lequel il y aurait finalement les clés pour se libérer du monde faux dans lequel il vivait, le monde de la prison de fer noir. C'est typique des récits de SF de Philippe Cadic, mais c'est aussi typique d'une logique de rêve, et c'est en complète coordination avec ce qu'on disait avant sur chercher dans une vieille revue de SF un peu minable la clé pour changer de monde, pour vraiment mettre fin à un monde. Et donc c'est une tentative, l'Empire n'a jamais pris fin, d'essayer de donner corps à cette idée-là. Et finalement c'est normal, donc ça c'est une série de vidéos YouTube qui a fictionnellement la même idée que cette vieille revue de SF, c'est-à-dire c'est à la fois les pauvres du titre qui se vivent comme si dedans il y avait le secret qui nous permettrait de changer de monde. J'ai pas cette prétention, mais c'est c'est la forme fictionnelle que ça prend du coup. Et à ce niveau-là, bon, je prends au sérieux ce que dit Dick, qui est l'Empire romain n'a jamais cessé. En fait, notre ennemi a toujours été l'Empire romain. Quand il dit ça, Dick, il pense à la fois, il pense au bloc Est-Ouest. C'est-à-dire, il pense aux États-Unis et à l'URSS comme un ensemble qui ont les mêmes caractéristiques et qui, pour lui, sont les caractéristiques de l'Empire romain, qui sont l'Empire romain masqué derrière deux mouvements émancipateurs. Le christianisme et le communisme, mais qui sont tous les deux transformés en leur contraire, tout ça qui sont utilisés comme des slogans ou qui se laissent apparaître comme ça, alors qu'ils font exactement l'inverse. Et ça, Dick le retracer, cette continuation de l'Empire romain, directement à partir du moment où l'Église s'est constituée à partir de la parole de Jésus. C'est-à-dire qu'elle s'est constituée en forme déclinée de l'Empire. Un historien dirait probablement que c'est délirant de parler comme ça, ou que c'est même complotiste, de dire alors l'Empire romain a décidé. Encore une fois, je le verrais ça comme une continuation. Pas nécessaire, j'y mettrais pas d'intentionnalité. J'y verrais les continuations de principes de domination. Et
ça m'intéressait pour raconter une histoire qui est supposée être une histoire, ça c'est le slogan de Mathias, mais je vais m'y tenir, de César à Macron. Donc c'est l'idée que cette série, ça va aller assez vite en fait, hein, parce que l'idée c'est de traiter sur 3 ans une espèce d'histoire de France qui démarre en fait avec Vercingétorix en gros, hein, qui va s'arrêter aujourd'hui, et qui passe par ça peut être loin de la France directement, comme 1 ou 2 épisodes entiers dans le monde de Jésus ou du christianisme, etc., où ça parle assez peu de la Gaule, vraiment il faut forcer pour trouver les moments, mais qui ont une énorme importance à un niveau symbolique et au niveau de la construction même de ce qu'on dit la France fille aînée de l'Église. Donc c'est tenter d'essayer de voir comment on peut parler d'un côté de la France fille aînée de l'Église et de l'autre côté de voir comment on peut continuer, ou on peut raconter une histoire aussi de la France des 100 rois. Là, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais c'est un peu hors sujet, mais c'est juste ce que je me dis, ce que tu mets sur le plan de l'exégèse des gestes de pouvoir qui en fait se reproduisent. C'est pas l'Empire romain, mais il y a des gestes assimilables ou en tout cas analogiquement proches. Toi, tu le fais sur le plan d'une exégèse qui a un caractère théologique, mais en réalité, c'est aussi une question que pose l'anthropologie. Au sens d'une anthropologie du pouvoir, qui prend en charge toutes les formations de pouvoir, qu'elles soient historiques, passées ou futures, ou... non, peut-être pas futures, c'est pas... Mais anthropologie du futur. Mais une anthropologie qui cherche les persistances de gestes ou de comportements ou d'attitudes, de pouvoir, de domination, et du coup, il y a comme un choix d'un plan d'analyse qui n'est pas celui de l'anthropologie. Et peut-être... Mais ça peut se rencontrer. Oui, mais clairement. Non, mais moi j'ai mes outils qui sont des outils en fait qui à la base sont adaptés à la fiction. C'est-à-dire que forcément quand je prends La guerre des Gaules de César, je le lis comme un roman. Je le lis comme un roman et donc je l'analyse comme un roman. J'utilise aussi des ouvrages historiques, en particulier ceux de Jean-Louis Bruno sur les Gaulois ou des trucs comme ça, enfin ce qu'on me propose d'ouvrages historiques pour nourrir ma connaissance de la réalité. Mais en même temps, à chaque fois, je repars par le prisme du grand récit. Parce que c'est mon... c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je serais pas capable de faire de l'anthropologie, je serais pas capable de faire de la sociologie. Je sais pas si je suis capable de faire de l'exégèse de fiction, mais quoi, j'ai fait ça toute ma vie, donc je continue, quoi. Mais je le fais sur un matériau qui semble immédiatement très hétérogène, qui vont être des chroniques historiques, Grégoire de Tours, des choses comme ça, quoi. Des répertoires de l'Inquisition bientôt, des choses comme ça. Moi j'ai des trucs à dire, mais c'est des trucs juste qui me sont venus. Non mais parce que je vois le titre, le secret de la société, et non, en fait c'est une remarque que je me suis faite. En fait, moi honnêtement, ils ont tous lu ton livre hyper bien. Moi j'ai lu les 150 premières pages ce matin très vite. Et si vous avez tous lu, vous êtes les premiers lecteurs de ce livre. Hein. Donc j'ai pas la résolution de ce que c'est le secret de la société, mais ça m'a fait penser à un truc qui m'a vraiment marqué. C'est un truc qu'on avait dit il y a longtemps là, enfin qu'on avait un peu découvert il y a longtemps, c'est que sur le concept même de société, quoi. Et c'est-à-dire que on a cette idée, nous aujourd'hui, que la société, ça serait ce truc plein, existant, et il y a un peu longtemps, on s'était un peu penché sur d'où vient ce mot comment il apparaît, ce mot de société, quoi. Parce que, genre au 15e siècle, au 16e siècle, la société, c'est la bonne société. Ouais. C'est pas du tout tout le monde, on se tire la main, c'est pas une pub Benetton, quoi. Et en fait, il s'avère que, il semblerait plutôt que la première apparition du concept, enfin de la conceptualisation de société, elle est faite par un peu une espèce de un sociologue, un peu pré-sociologue qui s'appelle Ferdinand Tönnies, qui a écrit un livre qui s'appelle Communauté et société, donc Gemeinschaft und Gesellschaft. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est que d'un seul coup, là où nous, donc on se dit, la société,
il y a le sketch des inconnus, quoi. La société, elle a plein de problèmes, la société, elle a elle a mauvaise haleine, enfin, vous savez, le truc de la société. Et en fait, Toniz, quand il décrit la société, en fait, c'est tout ce qu'a perdu la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, t'as la communauté, donc il est un peu il est un peu, il aimait bien, il aimait un petit peu mieux comme c'était avant quand même. Mais en tout cas, il y en a eu à toutes les époques. Il voit le truc, il se dit, bah en fait, avant il y avait de la communauté. Bon, lui il trouvait ça plutôt sympatoche, les gens qui étaient un peu au coude à coude dans les champs. Mais la société, en tout cas la manière, ce qui détermine ce qu'est la société, c'est rien de positif, c'est uniquement ce que la communauté a perdu. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, tu te retrouves avec un concept de société qui est pas du tout vide, qui est juste négatif, qui est juste ce qui a été perdu. Et ce qui est marrant, c'est que Durkheim, dans les notes, je crois dans le suicide, enfin Durkheim a lu Toniz au moment où il invente la sociologie, en fait, la science de la société. Alors, la société, on va voir comment est-ce qu'on va réussir à organiser tous ces gens un peu bizarres, ceux qui se suicident, qui galèrent et qui machin. Et donc, d'un seul coup, cette généalogie sur Toniz, elle produit ce sentiment un petit peu étonnant, qui est que d'un seul coup, en fait, tu te dis, mais en fait, peut-être que le secret de la société, c'est qu'elle n'existe pas. Pas au sens de Thatcher, évidemment. Et l'autre truc, et je me suis dit ça en voyant le titre ce matin, et en regardant tes vidéos, tu fais du Thatcher à l'envers. Et l'autre truc que je me suis dit, c'est en ayant regardé ce matin les vidéos que je n'avais pas regardées d'Internet avant, et d'un seul coup, tu penses à ça, donc si tu te dis, il y a eu la communauté à un moment donné, ensuite il y a eu la société, et maintenant tu as la communauté sur Internet. Ouais. Et tu vois, et là tu te dis, mais en fait, ce retour, qu'est-ce qui marche dans les chaînes YouTube, hein, c'est que les gens, ils ont l'impression, ils se racontent l'histoire, on leur raconte l'histoire, qui participe de la communauté, des fact-checkers, des machins qui vérifient. C'est que chaque chaîne YouTube, elle essaye de produire, de rechercher sa communauté, qui vont être les gens qui vont... Et là tu te dis, ah ouais, putain, en fait, là, on a une espèce de tour de passe-passe qui, à mon avis, va pas du tout. Hein. Mais tu dis, il y a un truc à penser là-dedans. L'Internet comme le moment où les gens n'ont jamais été aussi isolés, déprimés, seuls, mal en point, je pense, dans l'histoire de l'humanité, en termes pas en termes matériels, mais en tout cas en termes humains, éthiques, affectifs. Et en fait, c'est le moment où en fait, ce qu'on vend, c'est la communauté, en opposition à la société, quoi. Oui. Et tu dis un truc... oui, parce que tous les... ils disent tous ma commu. C'est la commu. Ouais. C'est terrible. Sur Twitch, tu vois, les streamers. Ils gloussent, ils sont là, oh, merci la commu. Mais oui, les streamers, ils ont une commu. Ouais. Donc, et bien sûr que ça joue sur un affect. Jamais vu en vrai, tu vois. Non. Tu vois, c'est ton truc sur la lettre de Kafka. Oui, à Milena, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est chaud, le nombre de fantômes qui errent sur les chaînes YouTube, quoi. Ouais. C'est hyper chaud, bien sûr. Il y a un passage. Et nous, on veut pas de communauté, c'est ça qu'il faut dire en fait. On veut pas de communauté internet. Enfin, on veut pas de fantômes, on veut des amis, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, on veut une communauté, on veut des amis, on veut pas des fantômes, quoi. Blaise, il est gêné là, je vois. Moi, ce qu'il m'avait dit, ouais, c'est bien en fait de profiter de ce truc-là pour essayer d'éclaircir un petit peu le rapport qu'on a nous-mêmes et de réfléchir le rapport qu'on a nous-mêmes à ces trucs d'internet. Ouais. Moi, je pense qu'il est clair, quoi. En fait, on veut pas de fantômes, quoi. Ouais. À la fin de ton livre. Non mais il y a juste un... Tu veux spoiler la fin aussi? Ouais. Non mais il y a un beau moment. Je t'en prie. Bah, il y a plusieurs beaux moments. Oui. Mais il y a un beau moment, enfin il y a une belle analogie, une belle image. Oui. Où tu parles d'une espèce de société secrète, la plus grande de toutes, celle de l'humanité en quelque sorte, et qui n'a rien à voir avec ces 1% de dominants, de manipulateurs, je ne sais quoi. Et tu les décris comme des gens... Bon, c'est un peu bizarre, parce que tu les décris un peu comme des gens traqués, qui doivent pas le dire, qui sont ensemble, mais en fait on est tous ensemble, mais on le dit pas, parce que dès qu'on le dit, on se fait tuer, etc. Bon, et tu dis c'est une conspiration, et là tu dis un truc, c'est une conspiration qui ressemble à une comédie musicale. Et en fait, c'est assez amusant parce que ça veut dire qu'en fait, on est là tous dans la rue en train de marcher. Voilà, on fait nos petites vies individuelles, en atomes. Et il y a un moment où genre, il y a un petit
clic, et puis on se met à danser sur les voitures et à rouler au milieu de la route, etc. Et c'est ça, ce potentiel de petits déplacements qui est la société secrète du genre humain, qui n'est pas réalisée effectivement, mais c'est ce potentiel de se mettre à danser tous ensemble sur... bon bref, cette espèce de choses-là, tu veux pas me dire qu'est-ce que tu mets dans l'idée de comédie musicale, de société secrète Est-ce qu'on doit tous aller à Broadway ou un truc comme ça? Je rigole. Écoutez, ça a complètement dérapé. Tout le monde s'est chanté. Entre le cours de sociologie de Master 2. Non mais c'est quelque chose qui se joue en fait depuis que j'écris des livres. La fin du livre est toujours liée à une expérience. C'est-à-dire que le dernier chapitre est toujours écrit très longtemps après tous les autres. Et je continue à les corriger longtemps. Et à chaque fois, j'ai besoin que quelque chose dans la vie vienne me dire « Maintenant, tu peux finir ». Et ça a commencé avec le premier bouquin, Poppermost, dernier chapitre complètement différent de tous les autres, etc. Et ça a continué comme ça. Et là, en fait, c'est... Une révélation. Oui, c'est ça. Oui, je cherche une épiphanie finale, quoi. Un truc, quelque chose qui a un coup de bâton aussi pour me dire maintenant c'est bon, t'as terminé ton livre, tu peux sortir. Et en fait, c'est vraiment, c'est parce que le livre en parle beaucoup de ce truc-là, mais c'est quelque chose que j'ai fait aussi souvent, c'est rester à Paris en été. Et parce que les films de Rivette sont souvent des films avec des gens qui restent à Paris en été, qu'il a beaucoup réfléchi aux gens qui restent à Paris en été, etc. Et que moi-même, je fais partie des gens qui restent à Paris en été. Donc là, c'est typiquement un truc qui se fait alors que je suis à Paris en été, ça doit être au mois d'août, et où en fait, j'ai une espèce c'est un truc très bizarre, c'est-à-dire que j'ai ma capacité d'analyse qui saute, mais vraiment c'est comme un switch, et là j'y arrive plus. Et en fait, je suis sur un film de Rivette, sur lequel je veux terminer dans le livre, qui est sur Au bas fragile, qui est d'ailleurs une comédie musicale à sa manière, et Au bas fragile. Et dans Au bas fragile, il y a une scène où il y a le personnage joué par Marianne Denicourt qui est sur un banc, et il y a le personnage joué par André Marcon qui vient la voir et qui fait « Qu'est-ce que vous faites ?» Et elle dit « Je pensais à Robespierre et je regardais la lune et je pensais à Robespierre. » Et j'étais là, je disais « Je suis sûr que ça a un sens. » que c'est le moment clé, voilà, de comment dire, où va se nouer l'ensemble du truc. Le moment où elle dit je pense à Robespierre, je dois le relier à tout le reste, c'est vraiment l'épiphanie. Et puis j'y arrive pas, je veux dire, je suis là et je me dis oulala, mais qu'est-ce que je foutrais avec ce truc là, regarde la lune, je pense à Robespierre, j'arrive pas, et quoi, je sors et je vais marcher. Et Paris en été, c'est vrai que c'est un peu différent. Il y a un peu moins de monde, etc. Sauf quand il y a les touristes. Mais dans un coin pas touristique. Dans un coin pas touristique, il y a cette espèce de sentiment soudain. Les gens vous font des sourires dans la rue, où on se sourit, etc. Je me suis dit, mais en fait, on se connaît tous, quoi. Et j'étais pas du tout dans mon quartier, j'étais dans une espèce de quartier, j'étais allé juste me balader comme ça, et c'était, on est en train de jouer dans le même film, et il y avait ce sentiment, c'était un sentiment qui pouvait aller à la fois dans un sentiment très obscur de communauté traquée, et en fait, on fait tous partie d'une même société secrète, mais on ne doit pas le dire, parce que sinon, à ce moment-là, c'est là où le pouvoir commence à sévir, dès qu'il se rend compte. Ou alors, c'est un moment où tout va basculer et on va se mettre à chanter et danser. C'était un peu ça. Et de toute façon, c'est un peu le déséquilibre un peu, ou l'équilibre déséquilibré avec lequel j'essaye de tenir entre des choses très sérieuses et des choses plus légères, on va dire. On arrête là-dessus, non? Non. Ah non, pardon. Mais elle est trop on chante une chanson. Venez. Non. Elle dit ça, elle fait la maline, mais elle a fait une chanson au dernier lundi soir avec des poètes, elle a chanté derrière le truc. Donc.
C'est vrai. Le dernier lundi soir, je l'ai vu. Avec les poètes. Oui. Bah, non, la partie où elle chante, on l'a coupée parce qu'ils ont arrêté la chanson, mais c'est elle qui fait le dernier poème qui se termine par salope. Enfin, oui. Ok. Et vous voulez pas chanter? C'était une blague. Ah oui, si quelqu'un d'autre a des questions, pardon, non mais en fait, moi j'ai dans ma tête le truc de montage et je me dis c'était très bien d'arrêter là-dessus, mais évidemment c'était pas du tout pour couper tout élan de questions. Mais quand même, ce serait dommage de pas parler du carnaval. Ah oui. Vous vouliez en parler un peu? Parce que y avait un truc amusant que tu dis à un moment, je sais pas où, tu dis voilà, il faut que le carnaval revienne. Tu vois, on parle de comédie musicale, bon, bref, de retournement. Oui, mais ça va avec. Mais tu dis autre chose. Tu dis, on est peut-être dans le temps de l'apocalypse, et le temps de l'apocalypse, c'est le temps où il n'y a plus de carnaval. Ouais. Et du coup, j'ai envie de comprendre un peu ce que ça veut dire. Et en même temps, moi, ça me parle. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans le temps de l'apocalypse, et que du coup, le carnaval est conjuré? Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qui doit renaître et comment? Il pourrait renaître dans le temps de l'Apocalypse. C'est comme ça que je l'interprète. C'est une interprétation très libre de ces notions. Hein. Alors, le carnaval, c'est l'idée quand même d'un temps réversible, donc d'avoir une ritualisation, et qui fait que le temps de fête revient à chaque fois. Et c'est ce qui permet de supporter le temps de non-fête, en fait, que le temps de fête revienne. Et quand ces temps de fête et ces temps de métamorphose et ces temps où les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes, les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches, etc., les maîtres et les serviteurs inverses, quand ces temps deviennent de plus en plus courts, on sent aussi que de l'autre côté, ce qui se joue, c'est un temps de type apocalyptique. Mais ça peut être aussi, on peut aussi considérer comment dire que à chaque fin vient un commencement. Simplement, l'apocalypse telle qu'elle est décrite étant tout de même très longue, ce moment réversible dépasse une vie humaine. Donc pour nous c'est plié si c'est un temps apocalyptique. Mais je sais pas si il y a sans doute des gens qui peuvent voir à la fois la fin d'un moment et le commencement du suivant. Et puis on peut avoir un usage carnavalesque de l'apocalypse sans doute, mais a priori c'est d'un côté un temps circulaire et de l'autre côté un temps linéaire, donc plus compliqué c'est arriver à tordre les cercles et la ligne. Carnaval. Ouais, c'est deux. Mais oui, c'est. Ça t'intéresse? Tu as envie de travailler sur la question de l'apocalypse? En réalité, c'est une question de Margot. Ah, c'est une question de Margot. Oui. Mais elle voulait pas la poser. Je l'ai forcé. Mais je la trouve trop bien cette question, du coup, c'est dommage. Mais tu viens de la poser. Ouais, carrément. Toi, tu t'entendais quoi par rapport à ça? Justement. J'étais curieuse, simplement, parce que j'ai entendu... parce que pendant des interviews, je t'ai entendu dire que quand l'événement carnavalesque allait disparaître, ça marquerait l'arrivée de l'apocalypse. Ouais. Et puis après, il y a cette vidéo où face caméra, tu nous dis carnaval doit renaître, et je me demandais ce qu'il y avait derrière, quoi. Est-ce que... où le faire renaître, comment, enfin j'avais envie un peu de savoir tout ce qu'il y avait derrière. C'est surtout vraiment l'institutionnalisation de la fête entre le XVIe et le XVIIIe siècle qui est vraiment marquante comme phénomène. Et mais même, comment dire, même sur un temps plus long, quoi. C'est-à-dire les temps de plus en plus courts de fête et comment dire, de plus en plus dirigés en haut, quoi, et décidés d'en haut, et donc contrôlés.
parce que je pense que c'était un phénomène incontrôlable, les fêtes carnavalesques, vraiment. Quand elles sont décrites, je veux dire, les fêtes comme quand des prêtres ou des moines décrivent les fêtes qui ont lieu dans leur église même, quoi. Ils ont vraiment des visions d'horreur, quoi. Ils disent les Parisiens se transforment en pourceaux, ils poussent des grognements, ils courent tout nus dans la rue, enfin. Mais c'est ça les fêtes carnavalesques, vraiment. Puis après, ça remonte encore et on a des visions qui sont encore plus dingues, puisque c'est des visions où c'est vraiment les vivants et les morts qui se mélangent. Et ça, c'est ce prêtre, la Valchelin, qui avait décrit, c'est la première occurrence de Harlequin, en fait. C'est Hennequin ou Hernequin, et c'est la Ménie Hernequin, et c'est vraiment, c'est des annales médiévales. Alors je sais plus quel moine tenait cette annale, mais c'est le moine, le prêtre Valchelin, qui est un jeune prêtre dans un village, qui avait vu, alors qu'il rentrait, il était allé donner l'extrême onction à un mourant. Il est retourné dans sa paroisse, et puis il voit passer dans le village ce géant à Hernequin, qui va devenir Harlequin, qui va changer avec le temps, et ce géant Hernequin, suivi d'une farandole de vivants et de morts qui font la fête ensemble. Et donc des morts de l'année qui sont revenus pour faire la fête avec les vivants, et ils sont tous très lubriques et tout ça. Bon, il a très peur. Hein. Il part en courant, le brave petit prêtre. Mais c'est une image du bonheur, moi je pense. C'est une image qui lui fait peur à ce moment-là. Mais c'est une image du bonheur aussi, cette image-là. Et donc c'est ces images-là et qu'on va retrouver. Celui qui en a vraiment très bien parlé, moi je suis un grand lecteur et fanatique de Guénguebet. C'est Claude Guénguebet. Claude Guénguebet, c'était surtout un enseignement oral, mais ces monologues ont été parfois retranscrits. Il y a un livre qui s'appelle Le Carnaval, qui en contient un certain nombre, mais sinon on en trouve d'autres. Il a été filmé à de nombreuses reprises. C'était un folkloriste. Un folkloriste, il l'a fait de façon sérieuse, mais avec cette étrange façon de le faire, et qui est si belle, si poétique. Et c'est quelqu'un qui allait recueillir vraiment des folklores sur place, quoi. Enfin, il se déplaçait, il allait à l'écoute de telle région pour connaître d'autres versions d'une histoire. C'est comme les gens qui travaillent sur les chansons et tout ça, et qui doivent aller rechercher des sources. Parce que c'est un savoir non livresque. C'est un savoir qui se refuse presque à l'inscription, qui rétif. C'est comme dans le monde, l'histoire de la culture, c'était des circassiens qui m'avaient expliqué ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire du cirque. C'est un phénomène récent d'essayer d'arriver à retranscrire historiquement le cirque. Parce que le cirque, c'est quelque chose qui échappe à la culture. Et donc, du coup, il échappe un peu comme le carnaval échappe, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est risqué en même temps d'essayer de vouloir mettre la main dessus, parce qu'on on risque on peut le tuer aussi. Parce qu'il y a cette dimension éminemment floue, mouvante. Qui échappe à la société. En fait. Et qui échappe à la société, exactement. Exactement. Mais c'est ça. On peut utiliser vraiment la société comme un mot terrible pour... mais ça marche totalement. Donc ce qui échappe à la société, c'est ces phénomènes-là, justement, oui, tout à fait. C'est des phénomènes qui ne sont pas identiques, pas la même chose le cirque ou le carnaval, mais ils appartiennent tous les deux à une dimension qui s'y refuse. Et quand l'art se met à l'écoute de ça, on voit tout de suite qu'il change, quelque chose change. Et c'est un entre-deux à ce moment-là. Ça m'a beaucoup intéressé, tout autant c'est ceux qui sont intéressés au carnaval que ceux qui sont intéressés au cirque et tout ça. Ça fait tout de suite quelque chose de très particulier. On est à un espace intermédiaire.
forcément il y a une part de fantastique, de surnaturel qui est en jeu. Il y a quand même malgré tout des fantômes. Peut-être que les fantômes ils échappent un peu à la société. Ils peuvent y retourner mais par le mauvais côté, par le récit d'horreur quoi. Par le récit d'horreur. Faites attention. Passez de l'autre côté du pont. Passez de l'autre côté du pont. Venez nous rejoindre, venez danser avec nous.